Toujours dans le cadre de son tour de France des municipales, TV Liberté s'est rendu à Mantes-la-Jolie où le maire Les Républicains Raphaël Cognet brigue un second mandat. Une ville dont la réputation sulfureuse est bien loin de refléter la réalité. Nous prendrons ensuite la direction de Lyon à la rencontre des candidats Rassemblement National, Agnès Marion et Andrea Cotarac, bien décidés à éjecter Gérard Collomb de l'hôtel de ville. 17 ans après l'invasion américaine, l'Irak ne parvient pas à relever la tête. L'incapacité à former un gouvernement pour Mohamed Alaoui vient entériner une nouvelle séquence de désillusion après plusieurs mois de manifestations et des centaines de morts. Madame, Monsieur, bonsoir. Continuons nos pérégrinations municipales avec aujourd'hui un détour par Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. TVL est allé à la rencontre de son maire, LR, Raphaël Cognet, qui est en course pour un deuxième mandat consécutif. Un reportage de Géraud Dufayet. Énormément de PV sur les encombrants, parce que ou bien c'est des poubelles, et dans ce cas-là on les sous. Après tu peux être un particulier, avoir de gros volumes, mais c'est très rare. En fait lui son problème c'est que... Raphaël Cognet en campagne pour prolonger son expérience. Élu en 2017 par le conseil municipal pour remplacer Michel Vialet, devenu député, le républicain Raphaël Cognet est maire depuis 2 ans. Le temps de mesurer le poids de sa fonction et de prendre ses responsabilités à cœur. Passionné, il brigue un second mandat dans sa ville, Mantes-la-Jolie. La fonction de maire, c'est une fonction multi-casquette. Il y a d'un côté la gestion des grands dossiers de la ville, évidemment, tout ce qui concerne l'urbanisme, la vie quotidienne des habitants. Mais je dirais que la fonction la plus importante de maire, c'est d'être un peu un facteur d'unité dans sa ville, d'être un petit peu, si j'ose l'expression, le papa d'un peu tout le monde, surtout dans une ville comme Mantes-la-Jolie où il y a de gros besoins, notamment sociaux, et donc de participer à l'unité de la ville. Mantes-la-Jolie est une commune des Yvelines de près de 44 000 habitants située à 57 km de la capitale. Remplie d'histoire, la place forte millénaire aux frontières de l'Île-de-France et de la Normandie est une ville paisible mais dynamique. Avec une réputation sulfureuse peu justifiée, la ville dresse un tableau plutôt positif aux yeux de ses visiteurs, mais également de ses habitants satisfaits de l'état général de leur commune et de la politique menée par la mairie. Moi je trouve Mantes-la-Jolie, elle est merveilleuse. Ça fait 10 années que je suis ici. Bah, ça va mieux. Ça va. On appelle la police municipale, ça va très bien. On paye la police normale, ça va très bien, ils viennent tout de suite. Non, ça va. Oh bah non, pour moi tout va bien. Hein. Oui. Monsieur Cognet, il est très bien. Il fait ce qu'il peut, il faut bien que toute chose se déroule doucement. Hein. Comme on dit, le monde s'est pas fait en un jour. Hein. Très bien. Oui, il est à l'écoute des personnes. Non, j'ai rien à dire hein, sur ce sujet. Ah oui, très content parce que moi, je suis une retraitée, il fait beaucoup pour le troisième âge. Hein. La propreté, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps de la commune qui passe, qui nettoie, qui ramasse. Cela fait 30 ans que j'habite à Mantes-la-Jolie, je ne suis pas originaire de Mantes. Hein. Je n'ai jamais eu de problème particulier avec des personnes agressives. On ne peut pas dire que c'est une ville où il y a énormément de problèmes. C'est comme dans tous les endroits. Il y a des quartiers où c'est un peu plus chaud que d'autres. Mais dans l'ensemble, on peut pas dire que c'est une ville qui demande, où il y a du danger. Dans l'ensemble, une ville qui se porte mieux. Les revendications des habitants se limitent à quelques problèmes de la vie quotidienne auxquels le maire essaye de répondre. Le premier sujet qui nous préoccupe ici, c'est vraiment la question du logement. On a d'un côté de très grosses réhabilitations à faire dans nos logements sociaux dont beaucoup sont vétustes et pour certains quasiment inhabitables. Il y a aussi un dossier gigantesque qui nous attend qui est l'arrivée du RER E en 2024 à Mantes-la-Jolie. Donc il faut préparer la ville à l'arrivée de ce RER. Et puis on a le très grand plan de renouvellement urbain du Val-Fouré qui doit s'achever, même s'il doit durer encore une quinzaine d'années. Donc ce sont des dizaines de millions d'euros de travaux que nous allons lancer dans ce quartier sur un laps de temps d'une dizaine d'années pour continuer à changer la vie des habitants. Donc ce sont de très gros dossiers qui sont devant nous entre 2020 et 2026. Le quartier du Val-Fouré, célèbre pour ses émeutes urbaines, semble être la corde sensible de la commune. Essentiellement constitué de logements sociaux, le Val-Fouré a régulièrement été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, de quoi inquiéter certains habitants. Au niveau du paysage, des ordures qui traînent par terre, ce serait bien d'améliorer tout ça,
que la jeunesse respecte plus l'environnement. Il laisse un petit peu en retrait ce qui se trouve dans les tours pour justement éviter les conflits. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui font pas mal de conflits. Donc ils ont tendance quand même à éviter ces endroits-là. Délinquance ou trafic de drogue, les quelques exactions commises par un petit nombre d'individus ne reflèteraient pas l'atmosphère générale du quartier. Raphaël Cogniet fait état d'une nette amélioration et regrette que les médias ne parlent que de ce qui va mal, imposant ainsi une mauvaise image à sa ville, très loin de la réalité. Il s'agit de faire en sorte que la ville avance à la même vitesse. Quand vous concentrez dans un quartier des gens en hyper situation de pauvreté, vous ne pouvez créer que des catastrophes. Et ça a été le gros problème de ces quartiers-là. Aujourd'hui, il faut s'imaginer, Val-Fouré, avant, il y avait 13 tours de plus. Donc c'était une densité absolument invivable. Donc on continue à faire de la rénovation urbaine. L'idée, nous, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent. Parce que souvent, quand les gens ne se rencontrent pas, ils ont un peu peur les uns des autres. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est dans nos activités sportives, dans nos activités culturelles, dans nos activités de ville, on essaye de faire en sorte que les enfants se rencontrent, les parents se rencontrent et que ça crée une bienveillance commune. C'est compliqué parce que ce sont des gens différents entre un bourgeois de centre-ville et une personne qui est arrivée en France il y a 5 ans. Évidemment, les codes ne sont pas les mêmes, mais à Mantes, ça se passe plutôt mieux qu'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. On a inauguré il y a quelques semaines le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste qui est en plein milieu du quartier du Val-Fouré. Eh bien, les commerçants de la Dalle, à côté, qui est le centre commercial Mantes 2, qui sont en majorité musulmans, sont venus offrir des gâteaux à la sortie de la messe. En fait, le problème des médias, c'est que c'est pas qu'ils parlent des événements qui vont mal, parce que ça c'est normal qu'on en parle, mais qu'ils parlent jamais de ce qui va bien. Au Val-Fouré, vous avez 99% de la population qui est une population qui travaille, ou qui souhaite travailler, et qui ne pose de problème à personne. Et si on parlait autant de ces gens-là qu'on parle de ceux qui vont mal, eh ben franchement ça irait mieux. Apprécié, Raphaël Cogniet se veut le porte-parole de sa ville mal connue et affirme sa détermination pour continuer le travail. Face à lui, l'opposition se résume uniquement à 2 listes, une liste d'extrême gauche tenue par Thierry Gonod et une autre d'hiver gauche menée par M. Marc Jamet. Selon ses mots, le pari d'un second mandat est déjà gagné, plus que quelques jours pour le confirmer. Et après Mantes-la-Jolie, direction Lyon, la capitale des Gaules pourrait connaître du changement. Le sortant Gérard Collomb est sur la sellette et le Rassemblement national compte de son côté faire un bon score. Lyon est la 3e commune de France en nombre d'habitants. Les élections municipales approchant à grands pas, nous avons demandé aux Lyonnais de juger la fin du mandat de leur maire sortant, Gérard Collomb. Force est de constater que depuis ces 2 dernières années, je trouve que le bilan est moins positif qu'au début. Il avait promis la réduction des dépenses. Il a augmenté, finalement les impôts ont augmenté 7 fois plus vite que l'inflation. Il fait des grands travaux d'aménagement, il a refait toute la Part-Dieu, toute Confluence, tout ça. Donc c'est plutôt pour essayer de faire de Lyon la grande métropole, enfin la 2e métropole de France. Après je ne sais pas si c'est le plus important tout de suite. J'essaierai un petit peu de canaliser au niveau de la circulation, les trottinettes, les vélos, tout ça. Faut arriver à faire quelque chose parce que ça devient très pénible. On fait du ralenti, mais c'est pas mal. Alors déjà, je supprimerai les trottinettes. Voilà. Parce que j'en ai ras le bol. Les trottinettes. Au niveau de la propreté aussi, on sent qu'il y a une légère dérive et c'est dommage parce que jusqu'à maintenant c'était à peu près bien. Je nettoierai un peu parce que c'est pas toujours très, très propre. Je pense qu'en matière de sécurité, on a un peu plus d'insécurité ces 2 dernières années. Il y a une forte augmentation de l'insécurité, plus 19% de coups et blessures sur les personnes en un an, c'est dramatique et donc je crois que la sécurité c'est quand même la première des libertés, donc c'est ça qu'il faut assurer en priorité. Andrea Cotarac, ancien conseiller régional de la France Insoumise, a surpris tout le monde en passant tête de liste Rassemblement National pour la métropole lyonnaise. Après c'est vrai que moi ça me paraît aberrant de voter extrême droite après avoir été candidat à l'extrême gauche. Il y a quand même des idées à gauche qu'on ne peut pas retrouver dans l'extrême droite de Marine Le Pen, quoi. Il a été horrifié de voir Mélenchon défiler avec les islamistes. Il y a peut-être peu de cadres de la France Insoumise, comme moi, qui passent, qui ont le courage d'aller dans le camp du peuple, c'est-à-dire dans le camp de Marine Le Pen. Mais en tout cas, chez les électeurs, si on en croit ces enquêtes, c'est 60%, pas 6, pas 16, 60% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen, s'apprêteraient à voter Marine Le Pen contre Macron. C'est une révolution totale.
Vous allez me dire, ça reste que les enquêtes, mais même dans le cadre des enquêtes, c'est inédit. L'aisance qu'il a eu finalement de nous faire un programme, on a l'impression finalement qu'il est là depuis longtemps. Alors il a choisi d'intituler sa campagne « La métropole du bon sens ». Je crois qu'André a beaucoup de bon sens, je crois qu'André a beaucoup de réalisme, je crois surtout que c'est un homme de l'avenir. Un bon maire, c'est un maire qui est à l'écoute de ses citoyens, de ses concitoyens. C'est un maire qui a un pouvoir de police qu'il ne faut pas qu'il oublie, puisqu'aujourd'hui, nous, on va souhaiter mettre en place un fonds pour les communes de 50 millions d'euros qui permettent aux maires, aux communes, d'équiper leurs agents moralement, matériellement, physiquement. Parce qu'aujourd'hui, on a des situations grotesques où on a des maires dans la métropole de Lyon qui n'arment pas leurs policiers municipaux, mais qui parallèlement à ça et paradoxalement les obligent à porter un gilet pare-balles. Nous, la métropole du bon sens, c'est mettre totalement fin à ces situations grotesques. Andrea Cotarac s'est emparé d'un sujet qui préoccupe les électeurs des grandes villes, l'écologie. Je suis assez étonné de voir les écologistes ne pas parler des 2 centrales nucléaires qu'on a aux environs de la métropole de Lyon, puisque tenez-vous bien, nous au Rassemblement national on est sérieux, gouverner c'est prévoir, gouverner c'est protéger ses habitants. On constate qu'il n'y a aucun plan d'évacuation s'il y a une catastrophe nucléaire dans le secteur. C'est intolérable, donc nous au pouvoir on va saisir le préfet de la région, parce que c'est lui qui est compétent en la matière, et saisir le gouvernement pour établir un plan d'évacuation dans la métropole de Lyon en cas d'accident malheureux en matière nucléaire. Je ne veux même pas rentrer dans le pour ou contre le nucléaire, je vous demande simplement un plan d'évacuation pour garantir la vie des citoyens et les protéger tout simplement de tous les risques qu'on peut avoir ici sur notre territoire. Hervé Juvin, député européen, est venu défendre lors d'une soirée de campagne le thème du localisme. Qu'un bon nombre de métropoles sont sorties de leur territoire, sont sorties de la nation. On a ces discours surréalistes de la maire de Paris, Madame Hidalgo, disant que finalement Paris est plus proche de San Francisco, de Londres ou de Boston qu'elle n'est proche des villages de l'Île-de-France, du nord de la France ou de la Bretagne. Cela veut dire qu'on considère que Paris n'est plus en France. Ça me paraît politiquement extrêmement grave. Et donc le localisme, ça consiste notamment à dire que Lyon fait partie d'une région, Lyon fait partie d'un territoire, Villeurbanne fait partie d'une région, ils font partie d'un territoire et ça doit s'articuler sur le territoire, notamment rural. Ça veut dire aussi qu'une métropole n'est pas sortie de la nature. Une métropole, elle a un climat, une métropole, elle a un terroir, une métropole, elle est proche de campagnes, de paysages divers et variés qui font sa singularité, qui font la vie de ses habitants. Et l'idée d'avoir la métropole hors sol, c'est cette fiction globaliste de l'homme hors sol, de l'homme qui n'est plus rien, qui n'a plus ni attache, ni racine, ni identité, et c'est naturellement l'inverse du projet humain que nous proposons. Si dans cette campagne j'essaye de représenter ce que j'appelle l'écologie globale, l'écologie politique, c'est parce que nous portons un projet de renouveau et de réconciliation entre les hommes et leur territoire, entre les hommes et la nature, et naturellement c'est un projet national. Ça c'est l'inverse d'une métropole hors sol, c'est l'inverse d'un monde en apesanteur, et donc si je parle ici ce soir de localisme à Villeurbanne, si je parle ici ce soir de localisme dans le cadre de la campagne pour la métropole de Lyon, c'est bien pour réancrer Lyon et Villeurbanne dans leur territoire, renouer les liens entre la ville, les PME, les artisans, les commerçants, celles et ceux qui la font vivre, mais aussi ceux qui la nourrissent, c'est-à-dire les exploitations agricoles, c'est-à-dire toute l'industrie agroalimentaire qui entoure la ville et qui ne doit pas en être séparée. Quel que soit le résultat des élections municipales lyonnaises, le candidat Andrea Cotarac a réussi à se faire une place au sein des militants lyonnais. Il a transposé certains thèmes sous une forme inédite. Les élections nous diront si cette stratégie aura accroché les électeurs. L'Irak s'enfonce toujours plus dans la crise politique et institutionnelle alors que la rue gronde encore depuis les manifestations d'ampleur de l'hiver. Aucune solution politique stable ne semble se dégager. Impasse politique, manifestations d'hostilité au pouvoir, ingérences étrangères, persistance de la présence de soldats du califat et influence de milices. L'Irak ne sort pas de l'impasse. Autant de stigmates que porte cette nation du Proche-Orient profondément déstabilisée depuis l'invasion américaine de 2003. Une invasion opérée au nom de la supposée possession d'armes chimiques, armes qui n'ont jamais existé. 17 années plus tard, c'est le chaos qui domine dans un pays au potentiel économique, culturel et humain pourtant de qualité. Le 1er février, une possible sortie de crise paraissait voir le jour avec la nomination de Mohamed Alaoui comme Premier ministre par le président Barham Salih. Alaoui tenta un temps de se rapprocher des contestataires pour jouer la carte de l'union nationale dans la crise.
sans succès, des manifestants se divisant sur un hypothétique soutien à lui apporter. Le vote de confiance, lui, sera finalement reporté à 3 reprises, faute de quorum. Le 1er mars, Mohamed Alaoui renoncera finalement à former un gouvernement et n'aura donc pas été Premier ministre. Le délai de 30 jours dont il disposait pour former un gouvernement étant écoulé. Quant à son prédécesseur Adel Abdel Mahdi, il a quitté ses fonctions le 2 mars, ayant atteint les limites constitutionnelles de son intérim. Depuis une dizaine de jours, le pays est donc sans Premier ministre. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, 5 premiers ministres se sont succédés à la tête de cette république parlementaire, ce qui en soi n'est pas beaucoup, mais c'est plus l'incapacité des dirigeants à gouverner qui pose problème. Tiraillé entre les influences de Washington et de Téhéran, le pays voit les partis le ravager, lui qui avait été nourri au régime sec du parti unique de 1963 à 2003, éprouve à présent les misères inhérentes au parlementarisme. C'est à présent le président Barham Salih qui assure l'intérim. Il a jusqu'au 18 mars pour se trouver un nouveau chef de gouvernement. Barham Salih étant réputé pro-américain, le choix qu'il fera sera scruté de très près par les forces pro-iraniennes en présence. La difficulté qu'ont les équipes qui se succèdent à obtenir le quorum nécessaire pour former un gouvernement s'explique lui par les factions en présence dont les intérêts sont épars, que les partis soient kurdes, sunnites ou chiites. Tous ont des calendriers politiques très différents et bien évidemment des sensibilités politiques aussi diverses qu'antagonistes. Dans ce patchwork politique, le Saïd Moqtada al-Sadr, chef religieux chiite longtemps vu comme un possible recours, ne tire pas son épingle du jeu. Son soutien au Premier ministre Alaoui n'aura pas permis à ce dernier de l'emporter. Le jeu politico-religieux est cependant très complexe en Irak, où le grand ayatollah Ali Sistani s'oppose à al-Sadr, notamment sur la question des manifestations. Ali Sistani, 89 ans, se montre ainsi intraitable avec les violences des partisans d'al-Sadr contre les manifestants anti-pouvoir. De tradition quiétiste, Sistani est par ailleurs hostile au gouvernement des clercs et donc hostile à un système même hybride à l'iranienne. Une voie qui semble donc imperméable aux influences tant états-uniennes qu'iraniennes et qui pourrait s'avérer utile en cas de refonte du système politique irakien, un système mis en place par les États-Unis. Une refonte que demandent les manifestants qui réclament des élections anticipées. Après 5 mois de manifestations et des centaines de morts, ils pourraient finalement obtenir gain de cause. Passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Une manifestation de soutien au peuple grec en lutte. Vendredi à 17h, un rassemblement est annoncé devant l'ambassade de Turquie dans le 16e arrondissement de Paris. Différents intervenants prendront la parole, dont le président du Parti de la France, Thomas Joly. Un message de soutien du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, devrait également être lu. Cédric Herrou de retour devant les tribunaux. Le militant d'extrême gauche, connu pour ses positions et ses actions en faveur des clandestins, est rejugé en appel pour aide à l'entrée illégale sur le territoire français. Après la consécration du principe de fraternité en 2018 par le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel de Lyon a estimé que Cédric Herrou n'avait pas un but exclusivement humanitaire, mais une revendication idéologique et militante. L'avocat général a requis 8 à 10 mois de prison avec sursis à son encontre pour avoir convoyé quelques 200 clandestins, principalement érythréens et soudanais, jusque chez lui et organisé un camp d'accueil. La décision a été mise en délibéré au 15 avril. Gravé dans l'ambre, on lâche pas, on s'accroche. Le crâne d'un minuscule oiseau daté de 99 millions d'années, exceptionnellement bien conservé dans l'ambre, a été découvert en Birmanie dans l'état de Kachin. Il pourrait s'agir du plus petit dinosaure connu à ce jour selon une étude parue mercredi. Le spécimen appelé Oculudentavis cograe a été piégé dans un morceau d'ambre datant du milieu de l'ère mésozoïque. Selon les scientifiques, il s'agirait d'un oiseau prédateur friand de petits arthropodes et vertébrés. D'ailleurs, il possédait environ 30 dents pointues pour chasser. C'est plus que n'importe quel oiseau de cette période préhistorique. Une découverte formidable qui n'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre cinématographique Jurassic Park. Non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin.
Une pluie de fer sur une exoplanète. Selon une étude publiée mercredi dans le magazine Nature, l'exoplanète baptisée WASP-76b, découverte en 2016, aurait plusieurs particularités. Appartenant à la famille des super Jupiter chaudes, elle ferait une rotation complète de son étoile en seulement une journée et demie. Mais plus étonnant encore, la nuit, il pleuvrait du fer. En cause, ces températures extrêmes. Il fait extrêmement chaud à sa surface, environ 2400 degrés la journée contre 1500 la nuit, ce qui la coupe en deux parties distinctes. C'est ce phénomène qui serait à l'origine des pluies de fer. La journée, il fait si chaud que les molécules de fer se dissolvent et retrouvent une forme atomique. Lorsqu'une partie de la planète passe du jour à la nuit, le changement brutal de température crée de la condensation et il se pourrait alors qu'il pleuve du fer et inversement quand la chaleur revient. Et voilà, retour sur Terre, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque jour, vous pouvez retrouver notre point quotidien sur l'évolution du coronavirus sur YouTube. Dans un instant, notre Zoom du jour, le dealer du tout Paris, Gérard Fauré, est de retour sur TV Liberté dans son nouvel opus, Le Prince de la Coke. L'auteur poursuit le récit explosif de sa vie. C'est le prince de la coke. Tu vas encore battre des records, j'espère, parce que j'apprécie votre émission. Et si il y a eu 1 million de vues, c'est parce que votre émission m'a permis de dire tout ce que je voulais. J'ai adoré. Voilà, c'est la seule émission qui ne m'a pas censuré, qui m'a permis de dire ce que j'avais à dire. J'adore et je suis très heureux de revenir aujourd'hui parmi vous. Ce soir, retrouvés immédiats, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent les anicroches entre des rappeurs et Pascal Praud et le traitement médiatique du coronavirus. C'est tout de suite Mes Libertés Politiques avec François Biot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. La cérémonie des Césars. Pâle copie destinée à essayer tant bien que mal d'imiter la cérémonie des Oscars, même s'il ne faut pas le dire, et faire semblant de se réjouir de l'exception culturelle française. Cette cérémonie, entre guillemets, donne lieu chaque année à une démonstration de boboïsme politiquement correct de haut vol et de nullité artistique assumée. L'année 2020 ne déroge pas à la règle. J'ai même envie de dire, cette année, record battu. L'affiche était pourtant alléchante. Une magnifique photo en noir et blanc, présentant une élégante parisienne au cou orné de perles et gantée de blanc. Mais ça, c'était pour appâter le public, ne nous leurrons pas. L'esprit de la cérémonie était bien éloigné du visuel. On pourrait même dire publicité mensongère. L'Académie des Césars communique sur une image chic et glamour, mais l'on se retrouve sur la scène avec un défilé de grossièreté et de vulgarité, de règlements de compte affligeants, de querelles d'ego et de vrais faux combats contre l'injustice, le racisme, l'obscurantisme et contre le mal blanc catholique, évidemment. Il ne manquait qu'un plaidoyer contre le réchauffement climatique, agrémenté d'un striptease grandiose de Sainte Greta. À qui revient la Palme d'Or? La concurrence fut rude pour décerner le prix du plus pitoyable. En lice, on trouvait les féministes frustrées qui n'ont pu supporter l'idée que le film de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus, J'accuse, soit récompensé. Mais aussi les Français issus de la diversité, comme on dit dans les médias, représentés par l'équipe du film Les Misérables sur les banlieues, qui a reçu 4 trophées, mais qui met quand même un point d'honneur à cracher sur un système qui rend possible leur existence. Mais aussi les Français, eux, issus de la diversité, représentés par l'inénarrable Aïssa Maïga, dont j'ignorais l'existence jusqu'à samedi dernier, et que j'oublierai définitivement juste après cette chronique. Française, nous dit-on, mais née au Sénégal.
Ah, j'ai eu peur, elle aurait pu naître à Sarcelles, ça aurait été juste horrible, comme disent les bobos du Marais en fumant une cigarette qui n'est pas une gitane. Et donc, l'inénarrable sénégalaise de naissance qui a vomi au micro sa haine et sa détestation de la France en long, en large et en travers devant le noble parterre du monde du cinéma, en comptant, oui, les noirs et les non-blancs dans la salle. Mais aussi l'acteur américain drapé dans sa dignité, en l'occurrence Brad Pitt, qui a finalement refusé le César d'honneur qu'on s'apprêtait à lui remettre pour protester contre la césarisation de Polanski. Moi, Brad Pitt, le plus pur d'entre les purs. En tout cas, j'en ai vraiment assez de mon patronyme, car si je m'étais appelé Maoussa, j'aurais eu un prix garanti. En bref, que du beau monde, tout cela, n'est-ce pas? Et ce qui me ravit le plus le cœur, c'est que tout ce gratin est évidemment dûment choisi, sélectionné, financé et entretenu par nos gentils impôts, par le ministère de la Culture, au nom d'une prétendue exception culturelle et autres fadaises qui n'est que le nom paravent pour un projet idéologique de mise au pas de la culture qui aurait pu inspirer les amis Zhdanov le russe ou Goebbels l'allemand. Ce qui me rassure quand même, c'est que s'il est vrai que le cru 2020 des Césars est particulièrement épicé, se sont multipliées dans la presse et sur les réseaux sociaux les protestations contre ce gigantesque n'importe quoi. Même l'ancien journaliste de RTL, Philippe Labro, qu'on ne peut pas suspecter de sympathie droitière, a jeté l'éponge et a démissionné du conseil d'administration des Césars. Trop c'est trop, qu'il dit, le Philippe. Ras-le-bol d'être soumis à d'obscurs collectifs qui ont dans le viseur, ce sont ces termes, les vieux blancs catholiques. Cher Philippe, je ne vous le fais pas dire. Et je rajouterai que cette clique dégénérée nous fait plonger dans les heures les plus sombres de notre histoire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.